Alors, Stathis Kouvelakis, je vais te présenter en 2 secondes. Tu enseignes la philosophie politique au King's College de Londres. Tu es ancien membre du comité central de Syriza. Tu étais là lors de la victoire de ce parti en janvier 2015. Mais tu as fait sécession. Tu fais partie de ceux qui ont fait sécession. Et maintenant, tu continues le combat en Grèce avec l'unité populaire. Ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que tu vis, t'es grec, tu vis en Grèce, tu es français, tu vis en France, et tu reviens de Londres à l'instant, tu vis là-bas une partie de l'année, tu donnes tes cours là-bas, le climat. Alors, le climat, c'est quelque chose d'extrêmement inhabituel pour les normes de la société britannique. Ce référendum, dont le résultat était complètement imprévu par tout le monde, provoque un véritable choc, peut-être même une forme de traumatisme dans la société. Il y a un véritable déchaînement d'émotions et c'est un sujet qui clive très profondément. Et il est clair qu'il y a quelque chose là que la société britannique voulait refouler, qui remonte à la surface d'une façon violente avec le résultat de ce référendum. Et le coup énorme, c'est que la contestation de l'Union européenne et le rejet qu'elle suscite a été complètement hégémonisé par la droite. Et là, la droite, elle a eu un slogan, enfin, elle a eu une campagne qui a été réussie parce qu'elle a combiné 2 choses. D'un côté, Nigel Farage et son parti UKIP, ultra réactionnaire et ouvertement xénophobe et raciste. Le FN, c'est l'équivalent? Non, c'est pas le FN, c'est pas le fascisme, c'est pas des traditions d'extrême droite, etc. C'est une version extrêmement réactionnaire de la droite classique. Hein. C'est des Tories désaffectés et radicalisés dans un sens xénophobe et nationaliste en fait. Hein. C'est le conservatisme de grand-papa, mais qui montre ouvertement son visage xénophobe, nationaliste. Et en plus, cet aspect rance, insulaire, britannique, comme ça, replions-nous sur notre île. Tu les aimes. Voilà. You face a difficulty, which is this, that tolerance of different people's views and ways of life need to be a two-way street. And at the moment, the direction of travel is all in favour of people who are gay and increasingly against people who are Christian, who are Jewish, who are even Muslim, although we dare not talk about it. But, you know, the European Union is a fiercely secular organisation. It is deeply tolerant of Islam, but incredibly hostile to Christianity. And I mean that. And I mean that. Yes. And, I'm not a social scientist, but all the evidence is that. And actually, these days, it could be the man bringing up the child, but certainly in the early life of a baby, all the scientific and medical evidence is clear that if it's possible for a mother to bring up her own baby, it produces more stable and better adjusted adults. And it's just as simple as that. But you see, people talk about the European Union. We generally talk about it in political terms, and we talk about sovereignty. We talk about a lack of democracy, but there's something deeper. Yes. There is something deeper that is going on in terms of a willful intent to destroy society. And that makes it very, very dangerous. Mm-hmm. Thank you, Nigel. Very clear. Thank you very much. Alors, il y a ça, et il y a Johnson et les travaillistes qui ont joué une carte, à mon avis, beaucoup plus fine. Leur slogan principal, c'était « Take control », reprenons le contrôle. En soi, je suis désolé de le dire aux amis de gauche qui ont soutenu le Remain, mais c'est pas réactionnaire. Hein. C'est l'argument démocratique. L'argument démocratique a été monopolisé par la droite, et ça, c'est très, très dangereux. C'est très dangereux, oui, ça. Ce que ça dit, en tout cas, au moins depuis 2005, c'est un rejet de l'Europe, de cette Europe-là, en tout cas. Oui, non, mais ça, c'est tout à fait clair. Je rappelle que l'Union européenne a perdu tous les référendums où il était question
de l'appartenance à une instance de l'Union européenne, par exemple quand la Suède a eu la bonne idée de soumettre au vote de ses citoyens s'ils voulaient faire partir de la zone euro, ou le Danemark, ça a été un non retentissant, et ces pays ne font toujours pas partie de la zone euro. Donc il y a eu la Constitution européenne en France, il y a eu le rejet du traité de Nice par l'Irlande. Les Danois ont donc dit non à l'euro. Résultat du référendum organisé hier, ce n'est pas un non franc et massif, mais c'est clair, les eurosceptiques l'ont emporté. Le Danemark ne veut pas de la monnaie unique. Le traité de Nice n'avait pas besoin de ça, né dans la douleur en décembre dernier. Voilà que l'Irlande s'est prononcée en toute fin d'après-midi contre la ratification du traité par référendum. Or, théoriquement, les 15 doivent unanimement se prononcer pour qu'il soit validé. On parle maintenant d'un arrangement qui consisterait à organiser un deuxième référendum, sorte d'habillage ou de renégociation pour sauver les meubles. La Suède garde sa couronne, le résultat du référendum est clair. Pas question de passer à l'euro, l'assassinat d'Anna Lindh n'a pas influencé le scrutin. Ce matin, les partisans du non exultaient. Ils n'ont pas voulu perdre leur indépendance économique dans une construction européenne bousculée par les déficits budgétaires. Il est 21h59 et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55%. Donc, l'Union européenne a perdu tous les référendums, et à l'exception de ceux sur l'euro dans les 2 pays scandinaves que j'ai cités, l'Union européenne s'est à chaque fois assis dessus. Sur le vote populaire. Donc, son caractère antidémocratique est de toute façon flagrant. On a vu comment elle a écrasé la Grèce et elle a tout fait. Elle a lancé tout le rouleau compresseur possible, Francfort en tête, pour écraser le gouvernement Syriza. Bon, donc le caractère antidémocratique de l'Union européenne n'est pas tant le caractère, le rejet de personnages comme Juncker, comme Schäuble. Honnêtement, qui a envie que la politique de son pays doit recevoir l'approbation de monsieur Schäuble pour aller de l'avant. Il faut être sérieux. Enfin, seuls des gens qui vivent dans une bulle sociale peuvent penser que c'est le cas. If you discuss with my French friends, whether it's Michel Sapin, whether it's Emmanuel Macron, they can tell you a long story how difficult it is in French public opinion, and of course political parliamentary majorities to convince that structural reforms in labour market are needed. Spain did. Spain was, by the way, forced by the institutions, what we used to call troika, in the programs. That it was very successful. France would be happy if someone could force the parliamentary, but it's democracy. It's difficult to get. Comment c'est vu du point de vue grec? Alors, toi qui es grec, comment tes compatriotes... Ça a été fêté, mais ça a été fêté, bien sûr. Ah voilà, toi tu étais pour le Grexit. Ah, totalement. Oui, je suis totalement pour le Grexit, et je suis d'autant plus pour le Grexit qu'en Grèce, l'opposition à l'Union européenne, elle est quand même portée par des forces de gauche, par des forces de la gauche radicale, ceux qui ont refusé la capitulation de Tsipras, justement. Mais malheureusement, en Grande-Bretagne, la faiblesse politique de la gauche est apparue dans toute sa... dans toute son ampleur. Donc c'est une sortie moche, mais c'est quand même une sortie. C'est quand même un coup sérieux et une crise sérieuse qui est portée à ce qu'il faut bien dire une construction antidémocratique, néolibérale et impérialiste. Et c'est des forces de droite qui souvent le disent. C'est-à-dire Nigel Farage, ce personnage absolument odieux, tout à fait dégoûtant, mais je dois dire qu'au Parlement européen, il a fait des interventions concernant la Grèce et la manière dont la Grèce était écrasée par l'Union européenne, etc., qui était très juste. J'aurais été bien content d'entendre des travaillistes dire la même chose. Ils ne l'ont pas fait. Mr. Tsipras, your country should never have joined the euro. I think you acknowledge that. But the big banks, the big businesses and big politics forced you in. Goldman Sachs, the German arms manufacturers, they were all very happy. And when the bailouts began, they weren't for the Greek people. Those bailouts were to bail out French, German and Italian banks. They haven't helped you at all. And these years of austerity, these years of high unemployment, of increasing poverty, none of it's worked.
In fact, your debt-GDP ratio has gone from 100% at the start of the crisis to 180% right now. It would be madness, sir, to continue on this course. You have been very brave. You called that referendum when one of your predecessors tried to do the same. The bully boys of Brussels had him removed. They tried their best again. Mr Juncker said you would have to leave the euro and leave the European Union. Even Mr Schulz, the President of the Parliament, who one would have thought might be neutral, said that if the Greeks voted no, their power supplies may even go down. There were threats and bullying, but the Greeks stood firm. But, sir, you cannot have your cake and eat it. They will give you no more, these people. They can't afford to. If they give you more, they'll have to give other Eurozone members more. So your moment has come. And frankly, if you've got the courage, you should lead the Greek people out of the Eurozone with your head held high. Et ça peut être une opportunité. Il faut la voir de toute façon comme une opportunité. Comment ne pas voir d'ailleurs comme une opportunité quelque chose qui on n'a pas le choix, voilà, oui, une telle panique parmi la city, parmi les élites, parmi la classe dominante, etc. Alors oui, c'est vrai qu'il y a de la confusion dans nos rangs, c'est vrai qu'il y a un retard, qu'on n'est pas au point, mais il faut se ressaisir et précisément opérer le sursaut qui sera nécessaire pour que la table puisse être renversée en notre faveur et pas en faveur du camp adverse. Merci, Statis. Merci à toi, Daniel.